Bonjour et bienvenue. Alors, petite question pour commencer. Est-ce que vous avez déjà eu cette impression de devoir un peu jouer un rôle pour vous intégrer, surtout dans des grands groupes, et de sentir que ça vous pompe toute votre énergie? Mmh. Oui, je vois très bien. Ou est-ce que vous vous sentez plus vous-même, dans une conversation tranquille, à deux, plutôt que dans le bruit d'une soirée? Absolument. Ou encore, est-ce que vos meilleures idées, elles viennent quand vous êtes seul, au calme? Si ça vous parle, notre discussion d'aujourd'hui devrait vraiment vous intéresser. C'est certain. On va explorer ensemble les idées vraiment fascinantes d'un livre qui a fait pas mal de bruit, La force des discrets, la version française de Quiet de Susan Cain. Un paradoxe d'ailleurs qu'un livre sur les discrets fasse autant de bruit. C'est vrai. Et ce livre, il explore le pouvoir souvent sous-estimé des introvertis dans un monde qui, on va dire, a l'air de préférer ceux qui parlent fort. On va s'appuyer sur des extraits, des concepts de ce livre. Mhm. L'objectif, c'est quoi? C'est d'essayer de comprendre ce que ça veut dire vraiment être introverti au-delà des clichés, hein, et puis comment notre culture en est arrivée à idéaliser l'extraversion, et surtout quelles sont les forces cachées derrière cette discrétion. Oui, tout à fait. Et Susan Cain, elle commence fort avec ce qu'elle appelle l'idéal extraverti. C'est cette norme un peu partout dans nos sociétés occidentales qui dit que la personne idéale, c'est quelqu'un de sociable, d'audacieux, à l'aise en public, quoi. L'extraverti type. D'accord. Et cette norme, elle valorise énormément la prise de parole, l'affirmation de soi. Parfois un peu bruyante d'ailleurs. Et on a l'impression que ça se fait un peu au détriment de la réflexion, de l'écoute, non? Le livre dit un truc assez troublant là-dessus. Euh, on a tendance à penser que les gens qui parlent beaucoup sont plus, Plus intelligent. voilà, plus compétents, plus intelligents, même plus désirables. Alors qu'en fait, il n'y a aucune preuve scientifique qui lie le débit de parole à la qualité des idées. C'est exactement ça. Et ce biais, il a des conséquences. Prenons Rosa Parks, par exemple. Figure emblématique, tout le monde la connaît. Oui, bien sûr. Dans l'imaginaire collectif, on la voit comme quelqu'un d'hyper audacieux, qui défie l'autorité avec force. Mais en réalité, ceux qui la connaissaient, ils la décrivaient comme douce, réservée, presque timide. Ah oui, oui. Mais avec une détermination de fer, un courage incroyable. On parlait de son humilité radicale, de sa force tranquille. Ça montre bien que le courage, ça n'a pas besoin de crier. C'est une belle image, ça. Et ce culte de l'extraversion, cette idée qu'il faut parler fort pour être entendu, ça n'a pas toujours été comme ça, si j'ai bien compris? Le livre parle d'un changement historique. Tout à fait. Susan Cain, elle montre bien qu'il y a eu une bascule, surtout aux États-Unis au début du XXe siècle. On est passé de ce qu'elle appelle une culture du caractère à une culture de la personnalité. Culture du caractère, c'est-à-dire? Mais avant, ce qui comptait le plus, c'était les qualités intérieures. L'intégrité, le sens moral, l'honneur, le devoir. Pensez à Abraham Lincoln, par exemple. On l'admirait pour sa droiture, sa profondeur. D'accord, je vois. Et puis, avec l'industrialisation, l'urbanisation massive, l'arrivée de millions d'immigrants, la société a changé. Les gens se sont retrouvés à vivre et à travailler avec des inconnus, dans des grandes villes. La compétition est devenue plus rude. Mhm. Et là, ce qui est devenu important, c'est de savoir se vendre. Faire bonne impression vite fait, avoir du charme, savoir persuader. L'accent s'est déplacé de l'intérieur vers l'extérieur, vers la personnalité. C'est fou comme des changements économiques et sociaux peuvent changer nos idéaux psychologiques. Le livre dit même que les guides de développement personnel ont complètement changé de ton à cette époque. Ah oui, carrément. Les titres à succès avant, c'était des trucs comme le caractère, la chose la plus grandiose au monde. Et puis, c'est devenu Comment se faire des amis de Dale Carnegie ou Masterful Personality. Le but, c'était le charisme extérieur. Et la pub a joué un rôle là-dedans aussi, non? Énorme, en créant cette anxiété du jugement des autres. Vous savez, les slogans du genre «Tout autour de vous, les gens vous jugent en silence». Brrr, ça visait direct la peur de ne pas être à la hauteur socialement. Et voilà, l'idéal extraverti était né, avec toute la pression qui va avec. On imagine bien la pression pour quelqu'un de plus réservé. L'histoire de Laura, l'avocate introvertie dans le livre, elle m'a vraiment marquée. Elle est en pleine négo face à des banquiers super dominants, très... Très alpha, oui. Et au début, elle est complètement dépassée. Elle se dit, c'est pas pour moi, il faudrait quelqu'un de plus agressif, de plus extraverti. Oui, Mais au lieu de jouer un rôle, elle reste elle-même. Elle pose des questions, calmement, elle écoute, elle cherche des solutions constructives sans chercher le clash. et
Et ça marche. Incroyablement bien. Son calme, sa méthode, ça désamorce l'agressivité. Il trouve un accord. Mais le plus fou, c'est qu'après, les banquiers d'en face lui proposent un job. Sérieux. Oui, ils ont été bluffés par sa capacité à être, je cite, « si gentil et si dur à la fois, sans ego ». C'est une sacrée revanche sur l'idéal extraverti, ça. Ah oui, c'est une superbe histoire. Ça montre la force de rester soi-même. Mais alors, au-delà de la culture, il y a aussi une part de biologie là-dedans, non? Le livre parle des travaux de Jérôme Kagan. Ah oui, Kagan, c'est fondamental. Ce psychologue, dans les années 80, il a fait des expériences avec des tout-petits, des bébés de quelques mois. Il les exposait à des trucs nouveaux, un mobile qui bouge, un ballon qui éclate, une odeur. Et il regardait leurs réactions? Exactement. Et il a vu deux grands types de réactions. Environ 20% des bébés réagissaient très fort. Ils gigotaient, pleuraient, leur cœur s'accélérait. Ça, c'était les hautement réactifs. D'accord. Et à l'autre bout, environ 40% restaient plutôt calmes, pas trop perturbés, les faiblement réactifs. Et il y avait les autres entre les deux. Et alors? Quel rapport avec l'introversion? Eh bien, Kagan a suivi ses enfants pendant des années. Et il a trouvé que les bébés hautement réactifs avaient beaucoup plus de chances de devenir des enfants, puis des adultes introvertis. Ah, donc c'est en partie inné, une histoire de sensibilité plus grande dès le départ. C'est l'idée principale, oui. C'est pas que les introvertis n'aiment pas les gens, c'est qu'ils sont plus sensibles à toutes les stimulations sociales, sensorielles. Du coup, un environnement très stimulant, une grosse fête, une réunion très animée, ça peut vite devenir épuisant pour eux, alors que ça va booster un extraverti. Je vois. Et là, c'est super important de ne pas confondre introversion et timidité. C'est pas la même chose du tout. Oui, le livre insiste beaucoup là-dessus. Tu peux nous rappeler la différence? Bien sûr, la timidité, c'est la peur d'être jugé, d'être mal vu par les autres. C'est lié à l'anxiété sociale, c'est douloureux. L'introversion, c'est pas de la peur, c'est une préférence pour des environnements moins stimulants. Voilà, on recherche un niveau de stimulation qui nous convient. Donc on peut être introverti sans être timide. Réservé, mais pas spécialement anxieux socialement. Et à l'inverse, on peut être un extraverti timide. Le livre cite Barbara Streisand, une bête de scène, mais qui souffrait d'un trac épouvantable. C'est clair. Et cette idée de sensibilité, ça m'amène à une autre image du livre que j'ai trouvée très parlante, l'hypothèse de l'orchidée. Ah oui, l'orchidée et le pissenlit. C'est une idée de Boyce et Ellis. L'idée, c'est que certains enfants, souvent les hautement réactifs, de Kagan, sont comme des orchidées. C'est-à-dire, Délicats. voilà, Dans un environnement difficile, stressant, ils vont avoir plus de mal, ils vont faner plus facilement. Mais si on leur offre un environnement adapté, bienveillant, qui les soutient, alors là, ils peuvent s'épanouir de façon spectaculaire, développer des forces incroyables. et les autres enfants, ce serait les pissenlits? Plus costauds, c'est ça. Les pissenlits, ils poussent un peu partout. Ils sont moins sensibles aux variations de l'environnement, que ce soit en bien ou en mal. Ce que ça suggère, c'est que la sensibilité n'est pas un défaut en soi. C'est juste un profil différent. Risqué si l'environnement est mauvais, mais avec un potentiel énorme si l'environnement est bon. Ça souligne vraiment l'importance de l'environnement, surtout pour ces tempéraments plus sensibles. Exactement. Et ça nous ramène à la critique de cet idéal extraverti dans nos institutions. Harvard Business School, par exemple, est cité dans le livre. Oui, HBS est présenté un peu comme le temple de l'idéal extraverti. Là-bas, ce qui est valorisé à fond, c'est parler vite, fort, participer tout le temps, réseauter sans arrêt. Ça doit être épuisant pour un introverti. Ça l'est. L'histoire de Don Chen, cet étudiant brillant mais introverti, le montre bien. Il sentait qu'il devait jouer un rôle, se forcer à être extraverti pour être bien vu, pour être perçu comme un futur leader. C'est non seulement épuisant, mais c'est pas forcément la meilleure stratégie. Le livre parle aussi d'un exercice de survie où c'est pas forcément les plus grandes gueules qui gagnent à la fin. Tout à fait. L'exercice de survie subarctique. Les groupes doivent classer des objets par ordre d'utilité. Et très souvent, les bonnes idées, celles qui viennent de membres plus discrets, elles sont ignorées au profit des idées de ceux qui s'affirment le plus, même si elles sont moins bonnes. C'est le biais du bavardage. On écoute plus celui qui parle le plus fort, pas forcément celui qui a raison. C'est une critique directe du mythe du leader charismatique, ça. Complètement. Et ce mythe, il a la vie dure. Oui, on a cette image du leader extraverti, magnétique. Pourtant, la réalité est plus nuancée. Peter Drucker, le grand penseur du management, disait déjà que le charisme n'était pas un trait commun chez les leaders efficaces qu'il avait rencontrés.
Et regardez Bill Gates, Charles Schwab, Brenda Barnes chez Sara Lee. Beaucoup de grands patrons sont plutôt introvertis. C'est vrai. Et il y a des recherches plus récentes, comme celle d'Adam Grant, qui sont passionnantes. Il a étudié des équipes dans des pizzerias ou des gens qui pliaient des t-shirts. Des t-shirts? Oui, oui, et ces résultats sont surprenants. Quand les employés sont plutôt passifs, qui attendent qu'on leur dise quoi faire, là, ok, le leader extraverti est plus efficace. Mais quand les employés sont proactifs, qu'ils ont des idées, qu'ils prennent des initiatives, là, c'est le leader introverti qui s'en sort mieux. Comment ça se fait? Eh oui, parce que le leader introverti, il a tendance à mieux écouter. Il cherche pas à dominer, à imposer sa vision. Du coup, il est plus ouvert aux suggestions, il laisse plus d'espace aux bonnes idées de l'équipe, il permet à la proactivité des autres de s'exprimer. C'est une autre forme de leadership, mais très puissante. C'est une perspective vraiment différente. Et pour la créativité, le livre fait aussi un lien fort entre introversion, solitude et créativité. Ah oui, c'est un point clé. Dès les années 60, à Berkeley, des études sur des personnes très créatives, architectes, scientifiques, écrivains, ont montré un truc étonnant. La plupart étaient introvertis. Pas forcément asociaux, ils pouvaient être à l'aise en société, mais ils avaient besoin de beaucoup de temps seuls pour réfléchir, pour créer. L'exemple de Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, est frappant. Il allait au Homebrew Computer Club, un lieu très collaboratif, mais le cœur du réacteur, la conception géniale des premiers Apple, il l'a faite seul, tard le soir, dans son garage ou à son bureau. La collaboration, c'est important, bien sûr, mais l'étincelle créative, elle demande souvent cette concentration profonde, solitaire. Et ça va un peu à contre-courant de ce qu'on voit beaucoup aujourd'hui dans les entreprises, les écoles, non? Cette obsession du travail en équipe, des brainstorming. Totalement. Susan Cain critique ce qu'elle appelle le nouveau groupthink. C'est cette idée que le groupe, c'est toujours mieux que l'individu. D'où les open space partout, plus de 70% des bureaux aux États-Unis, dit le livre, et l'apprentissage coopératif à outrance, à l'école. Alors que les open space, tout le monde s'en plaint pour le bruit, les interruptions. Et à la recherche le confirme. L'étude classique de DeMarco et Lister sur les programmeurs, Peopleware, montrait que les meilleurs programmeurs n'étaient pas les mieux payés ou les plus expérimentés, mais ceux qui avaient le plus d'intimité et le moins d'interruptions. Pareil pour le brainstorming. La plupart des études montrent qu'on trouve moins d'idées et de moins bonne qualité en groupe que si chacun réfléchit d'abord de son côté. Sauf peut-être en ligne, où c'est un peu différent. La pression du groupe, on la minimise peut-être. Le livre raconte des expériences assez dérangeantes là-dessus. Oui, les expériences de Solomon Asch sur le conformisme, c'est un classique. Des gens qui nient ce qu'ils voient à la longueur de ligne, juste parce que tout le groupe dit le contraire. C'est fou. Et plus récemment, Gregory Berns a refait ça sous IRMF, pour voir ce qui se passe dans le cerveau. Et là, c'est encore plus troublant. Quand les gens se rallient à l'avis faux du groupe, c'est leur perception visuelle qui semble changer dans leur cerveau, comme si la pression sociale modifie ce qu'ils voient. Incroyable. Et chez ceux qui résistent, qui maintiennent leur avis correct contre le groupe, on voit l'amygdale qui s'active, la zone de la peur. Berns appelle ça la douleur de l'indépendance. Résister au groupe, ça a un coût, même au niveau neurologique. C'est fascinant et un peu flippant à la fois. Bon, alors, si on se reconnaît plutôt introverti, comment on fait pour survivre dans ce monde qui nous pousse tout le temps à être extraverti, à travailler en groupe, à parler fort? Il y a des pistes? Et heureusement. Et c'est là que le livre devient très pratique. Il s'appuie sur la théorie des traits libres d'un psychologue, Brian Little. L'idée, c'est que oui, on a un tempérament de base, mais on n'est pas prisonnier de ça. On peut agir contre nature, adopter des comportements qui ne sont pas notre style. Mais seulement pour certaines choses. C'est ça. Pour ce que Little appelle nos projets personnels fondamentaux. Ce sont les choses qui comptent vraiment pour nous. Notre travail, nos amours, une cause qu'on défend. Un prof introverti, comme Little lui-même, peut être super dynamique en cours parce qu'enseigner, c'est vital pour lui. On peut se dépasser pour ce qui a du sens. Mais j'imagine que ça coûte de l'énergie. On peut pas faire semblant tout le temps. Exactement. C'est très coûteux en énergie. C'est pour ça que Little et Cain insistent tellement sur l'importance des niches restauratrices. Ce sont des moments, des endroits, des activités qui nous permettent de revenir à nous-mêmes, de recharger les batteries après avoir joué un rôle. Concrètement, ça peut être quoi? Ça peut être hyper simple. S'isoler 5 minutes aux toilettes entre 2 réunions, Little raconte qu'il le fait vraiment, prévoir un week-end tranquille après une semaine chargée, préférer un email à un coup de fil, c'est trouver des moyens de souffler et de retrouver son énergie.